Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour. À midi et demi tout d'abord pour faire le point à la mi-journée sur les marchés financiers. Et puis à 18h30, la grande édition, 1 heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement au sommaire de cette édition, Jérôme Powell tout d'abord prendra la parole devant une sous-commission de la Chambre des représentants cet après-midi afin de s'exprimer sur le plan d'aide d'urgence mis en place aux États-Unis face à la pandémie. Un discours dont il a déjà transmis les grandes lignes aux parlementaires. Le président de la Fed compte insister une fois encore sur le caractère transitoire des poussées inflationnistes et insiste sur le fait que l'inflation devrait revenir autour des 2%, donc l'objectif de la Fed, dès que les problèmes d'approvisionnement des entreprises auront été résolus. On rappelle que la prévision d'inflation de la Fed pour 2021 passe de 2,3% à 3,4% et alimente un débat sur son caractère transitoire justement, nous en reparlerons avec nos invités. Et au sommaire toujours, le baril de Brent a franchi de son côté le seuil des $75 dans la journée d'hier avant de reculer légèrement. Il évolue actuellement aux alentours des $74. Il évolue donc aux alentours de son plus haut depuis plus de 2 ans, porté notamment par la reprise de l'économie mondiale mais aussi par la demande en carburant qui repart à la hausse. On note par exemple que les réserves américaines ont chuté de 7,4 millions de barils la semaine dernière, tandis que les raffineries américaines ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, une progression qui fait même envisager à certains analystes une progression qui pourrait donc aller jusqu'à $100. Et côté entreprise à présent, c'est aujourd'hui que se tient l'Assemblée Générale de Vivendi, Assemblée Générale durant laquelle le groupe contrôlé par Vincent Bolloré doit acter la scission d'Universal Music Group. On rappelle que 60% du capital du géant de la musique sera distribué aux actionnaires de Vivendi, que 20% a déjà été vendu au chinois Tencent et que Vivendi conservera 10%. Il reste donc 10% qui vont être cédés au SPAC de William Ackman, le SPAC qui se nomme Pershing, Universal Music Group qui doit également faire son entrée à la bourse d'Amsterdam d'ici fin septembre. Une assemblée générale que le groupe aborde sereinement malgré l'entrée au capital ces dernières semaines de quelques actionnaires activistes. Voilà pour le sommaire de cette émission, un rapide tour sur le CAC 40. Le CAC 40 qui est à l'équilibre à la mi-journée après la reprise hier. Smart Bourse, c'est parti. Et tout de suite, un résumé de l'actualité boursière à la mi-journée avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Le CAC 40 reste prudent à la mi-journée et évolue plutôt à la baisse. La vigueur de la reprise économique n'a pas réussi à l'emporter sur le risque d'un resserrement des politiques monétaires. Les marchés avaient pourtant su hier faire fi du changement de ton la semaine dernière de la Réserve fédérale qui envisage désormais de relever ses taux directeurs en 2023, voire plus tôt, mais aussi des commentaires de James Bullard qui l'entrevoit lui d'ici fin 2022. Dans ce contexte, les investisseurs attendent les interventions de plusieurs responsables de la Fed, mais surtout celle du président Jérôme Powell prévue aujourd'hui. Jérôme Powell sera auditionné par une sous-commission de la Chambre des représentants sur le plan d'aide d'urgence à la pandémie, ainsi que sur le programme d'achat d'actifs. Les marchés pourront également regarder cet après-midi l'indice de confiance des consommateurs dans la zone euro. Du côté des valeurs, on suivra l'assureur AXA qui a conclu un accord avec Generali pour céder ses activités d'assurance en Malaisie pour un montant total de 140 millions d'euros, mais aussi Renault. Les performances financières de Nissan en avril et en mai ont été supérieures aux prévisions selon le président du groupe japonais. On continuera de suivre l'action Vivendi. Les actionnaires du groupe de médias et de divertissement doivent se prononcer aujourd'hui sur le projet de scission d'Universal Music Group. De son côté, Société Générale a nommé Sylvain Cartier et Alexandre Fleury au poste
poste de co-directeur des activités de marché. Ils deviennent également membres du comité de direction du groupe. Sephora, filiale du groupe LVMH, conclut un accord stratégique avec l'allemand spécialiste du commerce en ligne Zalando, ce qui permettra à l'enseigne allemande de vendre en ligne les produits distribués par le groupe français de cosmétiques. Fnac Darty annonce la signature d'un accord de partenariat avec Manor pour le déploiement d'espaces de vente Fnac dans 27 magasins Manor en Suisse. Avec ce partenariat, le groupe vise un chiffre d'affaires additionnel d'au moins 100 millions d'euros sur une année. On suit également aujourd'hui Essilor Luxottica qui fait partie des fortes baisses de la Bourse de Paris à la mi-journée. Le groupe étudie toutes les options concernant le rachat de Grande Vision après la décision d'un tribunal arbitral concluant que le néerlandais n'avait pas respecté les obligations prévues par l'accord de rapprochement. Il envisage à cette heure d'abandonner son projet de rachat à 7,2 milliards d'euros. Enfin, Total Energy et Stellantis annoncent renouveler pour les 5 prochaines années leur partenariat mondial portant sur les marques Peugeot, Citroën et DS Automobile. Total Energy fait lui partie des fortes hausses de la mi-journée, profitant de la hausse du baril de Brent qui a franchi la barre des $75 pour la première fois depuis avril 2019. C'était donc Eva Ben Saadi en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi donc à 9h55, à midi et demi, à 14h55 et à 18h30 pour prendre le pouls des marchés financiers. Et pour cette première partie de Smart Bourse, nous sommes au téléphone avec Laetitia Baldeschi, responsable des études et de la stratégie chez CPR AM. Bonjour Laetitia Baldeschi. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors Laetitia Baldeschi, on va revenir un petit peu sur l'actualité de ce début de semaine, mais aussi de la fin de semaine dernière. La Fed, donc la Réserve fédérale américaine, qui commence à annoncer que sa politique monétaire pourrait changer plus tôt que prévu. Et on voit depuis jeudi dernier défiler les gouverneurs de l'institution, tantôt Faucon, tantôt Colombe, argumenter dans un sens ou dans l'autre, parfois même sur une hausse des taux dès 2022. D'autres qui disent que la reprise n'est pas encore tout à fait là et qu'il faut que la Réserve fédérale continue à soutenir l'économie. En tout cas, la question d'un arrêt du soutien à l'économie américaine de la part de la Fed, ou en tout cas d'une réduction, est aujourd'hui complètement d'actualité. C'est une déclaration qui vous a surpris en fin de semaine dernière, Laetitia Baldeschi ? Alors, surpris, je ne dirais pas ça comme cela. Effectivement, peut-être un peu plus optimiste que ce que l'on avait en tête en termes de caractéristiques du niveau d'activité. C'est notamment l'attente de Powell qui indique qu'il y aura un marché du travail beaucoup plus fort, beaucoup plus strong, very strong labor market. Donc ça, on a bien senti qu'il y avait quand même cet optimisme de rigueur, et donc de fait ceci entraîne un changement sur l'appréciation du niveau d'accommodation de cette politique monétaire américaine pour soutenir ou pas cette économie. Alors c'est vrai que nous étions un peu perplexes quant au maintien de la rhétorique que toute l'inflation n'était que transitoire. Il nous semblait qu'il y avait quand même quelques indicateurs qui commençaient à poindre leur nez, qui semblaient montrer finalement que cette inflation, elle pourrait être un peu plus structurelle que ce que la Fed laissait entendre. Je pense notamment au mismatch que l'on peut observer sur le marché du travail, notamment avec ce nombre de postes ouverts non pourvus, 9,3 millions à la fin du mois d'avril. Donc c'est quand même un montant assez conséquent face à finalement un nombre de chômeurs qui reste important. On est toujours avec un taux de chômage à 5,8% de la population active. Donc on voit bien qu'il y a une mésallocation entre l'offre et la demande de travail. Et puis il nous semble que les problématiques de chaîne de production, de chaîne d'approvisionnement mondiale sont durablement affectées. Et il me semble que les derniers événements, notamment en Chine du côté des ports, bloqués
par la résurgence de la crise sanitaire. Tout ceci s'accumule et font que les tensions inflationnistes pourraient durer un peu plus longtemps que ce qu'on avait en tête, et donc venir contraindre la Réserve fédérale dans la conduite de sa politique monétaire. Puisque, rappelons-le, il y a deux piliers, l'emploi d'un côté, le plein emploi, et de l'autre, l'inflation moyenne. Et donc justement, Laetitia Baldeschi, sur l'inflation, parce que c'est vrai qu'on a entendu la Fed pendant plusieurs mois nous dire bah oui, effectivement, donc ce mois encore l'inflation progresse, mais ne vous en faites pas, là c'est transitoire. Là finalement ce que nous a dit Jérôme Powell en fin de semaine dernière, c'est bon bah du coup ok, maintenant c'est sur toute l'année que l'inflation continue à progresser, mais ça reste transitoire. Ce que vous nous dites, c'est que vous considérez que c'est du coup un peu moins transitoire que ce qui était annoncé, et là encore, la Fed est trop optimiste selon vous, ou vous êtes en phase avec cette nouvelle analyse ? C'est-à-dire qu'on a bien conscience qu'il y a plusieurs phénomènes transitoires aujourd'hui à l'œuvre, mais il nous semble que certains déséquilibres de cette économie sont de nature à provoquer des tensions inflationnistes un peu plus durables, et notamment ce que je disais sur le marché de l'emploi. Quand vous avez une mauvaise allocation entre l'offre et la demande, eh bien, en général, pour attirer des personnes sur des emplois, eh bien, vous procédez à des hausses de salaire, et donc ça, une hausse de salaire, c'est de l'inflation beaucoup plus structurelle, si vous voulez. À cela, on pourrait ajouter également toute la transformation des économies, la transition climatique, telle que la prépare l'ensemble des grandes économies du monde, fait qu'on a une modification des demandes de matières premières. On le voit bien sur les tensions sur certaines matières premières actuellement. Et donc ça, par nature, ce n'est pas transitoire, puisque c'est une demande qui va ne faire que ça croît dans le temps, compte tenu des processus lents d'évolution des économies vers un mode plus propre, notamment en termes de consommation d'énergie. Donc tout ceci va durer un peu plus dans les économies, et notamment dans l'économie américaine. D'autant plus si l'on prend en compte, par exemple, le programme d'infrastructure qui est actuellement en discussion. Alors vous allez me dire, c'est très long ces discussions, effectivement, et ça n'a pas l'air d'avancer très rapidement pour le moment. Même effectivement actuellement au Congrès américain. Voilà, mais toujours est-il qu'on a ce projet sur la table, qu'il semble quand même que la Maison-Blanche et une grande partie des démocrates veuillent le faire avancer d'une façon ou d'une autre, d'un montant ou d'un autre. Ça, c'est encore un peu tôt pour le préciser. Mais tout ceci vise à renforcer la croissance potentielle américaine, et donc à terme envisager un taux neutre un petit peu plus élevé ne semble pas complètement incohérent, en tout cas dans les prochains mois. Alors bon, le discours, pour nous, on va vers vraisemblablement une pré-annonce d'un tapering, donc d'une réduction des achats d'actifs effectués par la Fed à l'occasion du sommet des banquiers centraux de Jackson Hole fin août, entre 26 et le 28 août. Ça serait un bon timing, a priori, pour commencer à annoncer que la Fed va modifier sa politique monétaire d'ici la fin de l'année. C'est ça, on prépare finalement en fait le terrain, le moment est plutôt bien choisi, on prépare le terrain avant d'annoncer potentiellement un calendrier ou d'aller un petit peu plus dans le détail sur la stratégie du coup fin août au sommet de Jackson Hole. Un mot rapidement, Laetitia Baldeschi, des rendements obligataires aux États-Unis, parce qu'on était quand même habitué à suivre ces rendements obligataires en lien avec les prévisions d'inflation et donc les potentielles craintes de réduction du soutien monétaire de la Réserve fédérale américaine. On regardait notamment le taux à 10 ans et on voyait une corrélation, prévision d'inflation à la hausse, le rendement obligataire à 10 ans remontait lui également. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Finalement, les taux longs se sont détendus et c'est les taux à court terme qui, eux, se sont tendus. Oui, effectivement. Alors, on a des réflexes qui ne sont pas toujours les bons, parce que quand on regarde l'historique, et c'est ce que nous avons fait, notamment par exemple en 2014, quand il y avait eu une réévaluation à la hausse des dots de la Fed à l'époque, c'était finalement pas le 10 ans qui avait monté, mais c'est plutôt le début de courbe, les maturités plus courtes, les 2-5 ans, et on a plutôt un aplatissement du 10 ans et du 30 ans, ce qu'on a observé aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir quand même
même, c'est qu'il y a une très forte volatilité sur ces taux 10 ans, puisqu'on voit qu'ils peuvent perdre et prendre 10 points de base dans la journée et de façon assez rapide. Et donc ça, c'est assez surprenant. Et on sent bien que le marché cherche un petit peu, se cherche actuellement et essaie de trouver un niveau d'équilibre. Il y a vraisemblablement des facteurs techniques, des positions de hedge funds qui font que, ou des ruptures de position, enfin des mesures de rétablissement, de diminution de short et autres qui font que on a des mouvements assez brusques sur ces taux, mais traditionnellement c'est plutôt sur la partie courte qu'on a une réévaluation. Les taux longs sont plutôt matérialisent, je dirais plutôt la mainmise de la Fed sur les anticipations d'inflation. Et en fait, le fait que les taux longs ne s'enflamment pas, c'est vraiment l'idée que le marché a le sentiment que finalement la Fed va peut-être réagir un peu plus tôt et donc ne pas laisser les anticipations d'inflation se désancrer et donc quelque part à terme contrôler complètement cette inflation. Merci beaucoup Laetitia Baldeschi de nous avoir détaillé cette analyse à quelques jours donc, de la déclaration de Jérôme Powell. Laetitia Baldeschi, je rappelle que vous êtes responsable des études et de la stratégie chez CPR-AM. Et nous sommes à présent en plateau avec Alain Bokobza, responsable allocation d'actifs mondial chez Société Générale. Bonjour Alain Bokobza. Bonjour Nicolas. Alors on l'évoquait en première partie d'émission, puis c'est un sujet qui est quand même un peu récurrent là depuis ces derniers jours. Les projecteurs sont braqués depuis le début de la semaine sur différents gouverneurs de la Fed qui viennent préciser leur position après le changement de ton de la Réserve fédérale la semaine dernière. Donc la Réserve fédérale américaine qui pour l'instant ne change pas sa politique monétaire mais qui pose peut-être les jalons, en tout cas qui envisage un changement de politique monétaire. Est-ce qu'on peut se dire que là, ça y est, on entre dans un nouveau cycle? On a connu la pandémie, ensuite on a connu le meilleur des deux mondes, à savoir le soutien monétaire, et pas que d'ailleurs, mais notamment monétaire, et la reprise économique, et que là, il faut accepter de repasser dans une nouvelle ère? C'est clairement le message qu'on véhicule en ce moment. La Chine l'a déjà fait, puisque la Chine est ressortie de la crise de pandémie avant le monde occidental, et avec des taux de croissance incroyables, et a déjà dépassé son point haut de croissance au deuxième trimestre. Donc elle est en train de ralentir en ce moment, à partir de niveaux très élevés. Les États-Unis ont fait un profil en V. D'accord, oui. Et maintenant... on a du mal à justifier, quand on est banquier central aux États-Unis, un abysse entre une économie qui n'est plus en crise et une politique monétaire de crise. Donc le chapitre que nous venons d'ouvrir, c'est les détails sur l'exécution de la sortie de politique monétaire de crise. Et on a connu un événement, il va y en avoir plein d'autres. Donc là-dessus, ça veut dire que ça va être... Donc on pose les jalons effectivement de cette nouvelle ère dans laquelle on entre. Voilà. Quand vous nous parliez de la forme en V, c'est-à-dire que les marchés ont chuté, l'économie s'est arrêtée à cause de la pandémie, puis on est reparti très très vite. Voilà. Et puis là, on arrive sur le haut du V. Alors, c'est plutôt la pente dont on va discuter, parce que là, on a pris 90% de hausse sur les points bas de mars dernier. Bien sûr. De mars 2020. Donc il ne faut pas imaginer que ça va continuer comme ça. On peut être optimiste, nous l'avons été dans les messages qu'on a donnés depuis un long moment. Là, on baisse la pente en disant on change d'air en matière de politique monétaire où ça va être moins expansionniste et on en prend encore pour des semaines et des semaines et des semaines d'annonces qui sont distillées. Donc il y a deux grands messages. Oui, on change d'air, ERE. D'accord, oui. Et deuxièmement, la Fed fait tout dans sa politique de communication pour s'améliorer. On parle des animaux intelligents que sont les humains, en disant s'ils font une erreur une fois, en 2013, quand ils avaient annoncé leur sortie de politique monétaire de crise, ils avaient provoqué ce qu'on appelle un tantrum. En français, un tantrum, c'est un tout petit enfant qui ne contrôle plus ses crises de colère. C'est ça, une colère, voire même une colère de rage. Et qui fait trembler les murs, mais d'un enfant de 3 ans. Donc inexpliqué, c'était la volatilité qu'on avait connue sur les marchés obligataires et donc sur les marchés actions quelque part en 2013. La Fed
de nouveau, avec Powell à sa tête, fait tout pour améliorer sa politique de communication et de prévenir, au sens premier du terme, les marchés que voilà ce qu'on va faire, voilà comment ça va se dérouler. Et il y a encore plein d'annonces. Il est là, l'enjeu aujourd'hui, c'est avant tout de la communication, puisqu'en fait, factuellement, je pense que tous les analystes sont d'accord pour dire que ça ne peut pas durer éternellement, mais l'enjeu, c'est vraiment de comment on communique et comment est-ce qu'on distille petit à petit, en fait, les informations. Et donc, il y a deux enjeux d'un point de vue de marché. Le premier, c'est est-ce qu'il va y avoir un grand chamboulement, une crise de volatilité généralisée, comme on a connu en 2013, quand on est sorti de la politique monétaire de crise? Notre réponse, en observant le changement fondamental de politique de communication de la Fed, notre réponse est non. Il n'y aura pas cette crise de volatilité qu'on a connue, qui était inutile, mais provoquée par une erreur de com. Bien sûr. Pour l'instant, on en voit un petit peu, mais pas un tout petit peu plus qu'avant. Et en parallèle, on part de presque zéro. On voit ce fameux bêta dont je parlais tout à l'heure, en disant la vitesse de déplacement des indices actions qui a été phénoménale, comme on a rarement vu dans l'histoire économique, depuis mars 2020, elle va s'abaisser parce qu'on n'aura plus cette conjonction d'une économie sparkling, on dirait en anglais, qui a été un V, la deuxième jambe du V très pentu. Donc là, on est sur les points hauts. On n'est plus... voilà, donc ça va ralentir un peu en rythme de croissance, ça va rester solide, mais ça n'accélère plus pour les États-Unis. Et on va sortir des politiques monétaires de crise. Donc la conjonction des deux fait qu'on ne peut plus avoir le degré d'optimisme qu'on avait sur les marchés d'actions ou les marchés des obligations privées qu'on a pu avoir depuis avril ou mai 2020. Vous nous avez parlé de la Chine, ensuite des États-Unis. La Chine, le pays qui a été le premier à repartir finalement après la pandémie. Ensuite, on a eu les États-Unis. On peut s'attendre à un effet domino pareil en Europe également. On sait que Christine Lagarde est souvent questionnée sur cette question de pourquoi est-ce que vous n'avez pas la même politique que la Fed. Et Christine Lagarde qui répond, bah oui, mais on est dans des contextes très différents. On n'a pas les mêmes sujets d'inflation aujourd'hui. Donc, votre position sur l'Europe spécifiquement ou la zone euro? C'est la première fois depuis très longtemps, depuis plusieurs années, que les actions européennes font mieux que les actions américaines, avec un euro qui tient la route. C'est rarissime et c'est parfaitement justifié, tout simplement parce qu'on est dans la deuxième jambe du V. Donc on s'est effondré au premier trimestre 2020. Il y a eu un moment où il y a eu une mise en route des politiques fiscales, des politiques monétaires, tout ça à 27 prend un petit peu de temps. Il faut que ce soit coordonné. Donc ça arrive avec retard. La vaccination est arrivée avec retard, mais tout converge en ce moment pour un cycle économique qui va continuer d'avancer à vitesse grand V. Le déconfinement, ça va donner un élan optimiste. Soyons optimistes, parce que on a raison de l'être en ce moment. Et avec des politiques monétaires qui, pour l'instant, en Europe, vont rester sans communication, qui va nous perturber. Donc on reste, tactiquement, je dirais au moins pour la période de l'été, très confortable sur les actions européennes, relativement confortable sur l'euro, ce qui est rare, les deux en même temps. Bien sûr. Avec un marché des obligations privées qui devrait bien se tenir. Donc ça, c'est une conjonction. Il faut être en Europe en ce moment, avec plein d'autres éléments, mais l'Europe est confortable pour nous en ce moment. Donc l'Europe reste une source d'opportunités. On va peut-être y revenir juste avant. Un petit mot sur l'inflation. L'inflation, donc du coup, 3,4% en 2021, c'est la dernière estimation de la Fed. On se souvient donc qu'il y a eu quand même, Jérôme Powell a très souvent pris la parole en disant « Ne vous en faites pas, ça n'est que transitoire ». Janet Yellen, elle-même, a pris la parole très régulièrement pour dire « Ne vous en faites pas, ça n'est que transitoire ». Là, on parle de l'intégralité de l'année 2021, en tout cas à fin 2021. Ça anime un débat entre ceux qui disent oui, c'est transitoire, et ceux qui disent c'est transitoire, mais ça dure quand même. Est-ce que c'est si transitoire que ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, Nicolas, je pense que sincèrement, les deux ont raison. Mais ils ne parlent pas de la même chose. Ils ne parlent pas avec les mêmes horizons temporels. Ceux qui disent que l'inflation va être un événement transitoire, après des poussées d'urticaire qui sont très importantes en ce moment par rapport à ce qu'on a connu depuis 20-30 ans, ils ont raison. En revanche, ils disent que c'est transitoire parce que plus de la moitié, peut-être les 2/3 des composantes de cette inflation, votre interlocuteur précédent parlait beaucoup des matières premières, c'est des phénomènes transitoires. D'accord ? On est en sortie d'une crise gigantesque avec des plans fiscaux qui ne vont pas indéfiniment rester présents. Donc ça va se réguler, donc c'est transitoire. Sur les cycles courts, il y a une partie de ce qu'on appelle l'inflation aujourd'hui qui est transitoire, avec des effets de base. Le pétrole était négatif en prix quelque part en février-mars 2020, il est à 75, et si j'ai bien entendu les chiffres tout à l'heure. Il est passé à 75, voilà. Il est redescendu. Bon, mais une fois qu'on est entre 60 et 75, les effets de base ne seront plus les mêmes, ils vont s'affadir. Et puis le pétrole, il ne va pas continuer peut-être indéfiniment non plus. Donc il y a beaucoup d'effets de base, ceux-là vont disparaître. Si on se met d'ici la fin de l'année. En parallèle, donc cette inflation-là, je suis vendeur. En parallèle, vous avez des cycles longs, où la nature de la politique économique a changé. Et où l'équilibre entre les politiques monétaires et les politiques fiscales change
post-pandémie, D'accord. où les politiques fiscales deviennent plus interventionnistes, notamment parce qu'il y a des plans qui répondent au changement climatique, des plans qui répondent aux besoins d'une économie plus verte et plus propre, et des plans digitaux qui sont indispensables dans la compétition internationale. Et ça, en partie et en grande partie, c'est de la dépense publique. Et ça, c'est inflationniste à terme et ce sera financé par des hausses d'impôts à terme. Et ça, c'est plus inflationniste, c'est structurel à long terme. Donc les deux ont raison finalement, oui. Mais ils ont quand même raison. La Fed a quand même raison de parler de phénomènes transitoires, mais il faut s'attendre à une inflation qui dure quand même peut-être pas autant le régime d'inflation dans les 5 à 10 prochaines années sera probablement supérieur à ce qu'on a pu connaître depuis 10 ans. Et il va falloir accepter cette nouvelle ère avec des marchés donc, qui accélèrent moins vite et une inflation qui, elle, accélère un petit peu. Pour conclure, Alain Bokobza, on a parlé de l'Europe, une Europe terre d'opportunités, hein, si je peux l'exprimer ainsi. On se souvient d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers aujourd'hui en Europe actuellement. Qu'est-ce que vous regardez actuellement comment est-ce que vous vous positionnez sur l'Europe ? Eh bien, dans la phase qui s'ouvre devant nous, il y a clairement structurellement la partie verte de ce qui est coté qui est passionnante. Bien sûr. Parce qu'il y a le Recovery Fund, il y a des dépenses qui répondent au changement climatique, il y a encore la COP26 qui va arriver en novembre, donc il y a encore des plans, l'exécution des plans qui arrivent. Donc la partie verte de ce qui est coté nous paraît particulièrement percutante avec un bon bêta. Et puis vous avez la partie de ce qui est en train de se réveiller, par opposition à ce qui s'est réveillé, c'est les services, c'est tout ce qui a été endommagé par les différents confinements, c'est une partie des cycliques, et puis peut-être aussi une partie des valeurs de rendement. D'accord. Parce que les rendements, les distributions de dividendes ont été beaucoup endommagées pour des bonnes raisons depuis 12 à 18 mois, et que la reprise de l'économie, la reprise des profits des entreprises va permettre, sans excès, de remise en place de politiques de dividendes. Donc les stratégies dites de rendement ou adossées à des rachats d'actions peuvent être particulièrement pertinentes après avoir été endommagées. Merci beaucoup Alain Bokobza d'être venu nous expliquer tout cela en plateau. Alain Bokobza, je rappelle que vous êtes responsable allocation d'actifs mondial chez Société Générale. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir donc pour la grande édition de Smart Bourse à 18h30. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.